Et Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est Gérard Gachet, ancien directeur de la communication du ministère de la Défense. Il est aussi adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris. Il est l'auteur de Jean-Louis Georgelin, le général de Notre-Dame. C'est aux éditions Ballant. Et oui, il y a la crosse, l'archevêque, mais il y a aussi le général. Il y a beaucoup contribué, il faut lui rendre hommage parce que d'une voix unanime, tout le monde le dit, les choses ne seraient sans doute pas allées si vite si le général Georgelin n'y avait pas mis sa patte et son expérience. Il nous a quittés il y a peu de temps. Il a été nommé tout de suite après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron en a fait son représentant spécial, puis il arrivera à la tête d'un établissement public à la fin de l'année 2019. Et Gérard Gachet, qui a occupé divers postes dans la presse, en particulier directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles à une période assez lointaine, qui a été également au Figaro, et bien ensuite a fait une carrière dans la communication institutionnelle autour de plusieurs ministres, Brice Hortefeux, Michel Alliot-Marie. Et puis, il écrit sur Jean-Louis Georgelin pour nous dire justement à quel point il est peut-être intéressant de le connaître. Bonjour Gérard Gachet. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, vous avez peut-être dans cet ouvrage, c'est une sorte de... Je ne dis pas c'est une hagiographie, ce n'est pas ça, mais c'est simplement de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En quelque sorte, le César de Notre-Dame de Paris, celui à qui on doit cette restauration record, c'est quand même le général Georgelin, outre bien sûr les milliers d'artisans qui ont contribué. Oui, tout à fait. Je pense que si nous fêtons ces jours-ci la réouverture de Notre-Dame et son retour comme cathédrale de Paris et au-delà même de la cathédrale essentielle de la France, on le doit énormément à Jean-Louis Georgelin parce qu'il a amené dans cette reconstruction, dans cette rénovation, il a amené son sens du commandement et de l'entraînement des hommes, son sens de la logistique, parce qu'on l'oublie souvent, les officiers généraux ont un sens de la logistique, savent faire travailler ensemble des gens venant d'horizons extrêmement divers, et il a amené aussi sa foi chrétienne, ce qui n'est pas un élément du tout négligeable, parce que il y avait au début quelques projets. On peut y revenir d'ailleurs. Oui, on peut y revenir. Il y avait quelques projets, notamment au sein du ministère de la Culture, qui consistaient à déchristianiser un peu Notre-Dame, à en faire soit un musée, soit même, il y a eu des projets d'espace multiconfessionnels. Et ça, Jean-Louis Georgelin, qui aimait Notre-Dame, qui venait souvent s'y recueillir, là, depuis le début, a dit « Moi, je suis là pour rendre Notre-Dame à sa vocation cultuelle et non pas uniquement culturelle, contrairement à ce que certains souhaitaient. » J'ajoute une petite précision. Je suis le co-auteur de ce livre avec Guy Salat, qui est un ancien... et qui le connaissait bien. Et qui le connaissait très bien, et qui est historien et spécialiste de l'histoire des armées. Cette idée, Gérard Gachet, d'ailleurs, de transformer les lieux de culte en centre multimodal, d'une certaine façon, en plateforme multimodale, c'est une idée qui est dans l'air depuis un certain temps et qui est l'une des solutions envisagées pour financer peut-être ce patrimoine extrêmement lourd et qui aujourd'hui ne peut plus rester sur les seuls bras de l'État ou de l'Église catholique. Et c'est une idée qui n'est pas liée à Notre-Dame en particulier, mais qui aurait pu trouver sa première réalisation à Notre-Dame, si le général Georgelin ne s'y était pas opposé. Oui, tout à fait. Et je pense que ce n'était pas uniquement l'aspect financier chez certains des promoteurs de cette idée qu'ils mettaient en avant. Je pense qu'ils considéraient que, quand vous regardez les premières réactions du ministre de la Culture de l'époque, M. Riester, après l'incendie, il parle d'un lieu justement historique, culturel, etc. Mais jamais il ne fait allusion au lieu cultuel et à ce que représente quand même la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les chrétiens de France, d'Europe et même du monde, puisqu'on a vu, notamment à travers les donations après l'incendie, que cette émotion était partagée. Quand vous voyez que 20%, si je ne me trompe pas, des donations viennent des États-Unis, c'est quand même un retentissement mondial. Et donc ça, il ne fallait pas l'oublier. Et Jean-Louis Georgelin a fait en sorte que ce ne soit pas oublié. Alors le lendemain de l'incendie, Gérard Gachet, Emmanuel Macron sort son nom. Oui, donc l'incendie a lieu le lundi 15 avril 2019. Dès le mardi, on se demande qui mettre à la tête de la reconstruction. Il y a bien sûr un certain nombre d'administrations qui s'agitent et qui voient là-dedans leur précaré dans lequel personne ne doit s'immiscer. Emmanuel Macron, dès le lendemain, va appeler Jean-Louis Georgelin. Alors, qui lui a soufflé le nom de Jean-Louis Georgelin ? Bien sûr, on n'est pas dans le secret des dieux, mais quand même, il y a une forte chance pour ait joué un rôle important dans ce choix l'amiral Bernard Rogel.
l'amiral Bernard Rogel, c'est le chef d'état-major particulier du président de la République. À ce moment-là, c'est l'ancien chef d'état-major de la marine. Et quand Jean-Louis Georgelin était chef d'état-major des armées, il l'a très bien connu, il a travaillé avec lui à l'état-major des armées, donc il le connaît très bien. Donc il est extrêmement probable que l'amiral Rogel soit au moins en partie à l'origine de ce choix. Donc Emmanuel Macron appelle dès le lendemain Jean-Louis Georgelin, qui va venir le voir le soir à l'Élysée. Et dès le lendemain, le mercredi 17 avril, Jean-Louis Georgelin participe à une première cellule de crise qui va mettre en place les conditions de la rénovation et de la reconstruction. Et là, Emmanuel Macron annonce qu'il sera le représentant spécial du président de la République. Pendant plusieurs mois, parce qu'il n'y a pas encore d'établissement public. Il n'y a pas encore d'établissement public parce que on réalise assez vite, et Georgelin le premier, que ce titre de représentant spécial du président de la République, c'est très beau sur la carte de visite, mais ça ne lui donne pas forcément autorité sur toutes les administrations qui veulent, encore une fois, conserver sous leur coupe la reconstruction de Notre-Dame. Et donc, très vite va arriver la nécessité de créer l'établissement public dont il sera le président et qui lui donnera une autorité fonctionnelle sur l'ensemble des parties prenantes. Comment va-t-il le diriger, cet établissement public? J'étais allé le rencontrer et on avait pu échanger quelques mois avant sa mort, parce qu'il est mort en août 2023 dans un accident de montagne, oui. et qui a ému l'opinion, parce que là, ça a été une surprise, évidemment, parce que c'était un accident, mais c'était une personne qui dégageait quand même un fort charisme et une forte personnalité, donc on l'imaginait quelque peu invulnérable. Alors, il avait une très forte personnalité, très clivante aussi, parce que vous avez parlé tout à l'heure, en parlant de ce livre, vous avez employé le mot hagiographie. Ce n'est pas une hagiographie, parce que nous montrons bien les côtés parfois abrupts, parfois rudes et parfois clivants du personnage de Jean-Louis Georgelin. Donc, il va amener tout ça avec lui dans sa façon de gérer. Souvenez-vous qu'il avait dit, en parlant d'un architecte en chef des bâtiments historiques, il avait dit qu'il ferme sa gueule s'il n'est pas content. Bon, donc il va gérer ça d'une façon assez rude, mais c'est grâce à cela aussi que le délai de 5 ans fixé par Emmanuel Macron pour la réouverture de Notre-Dame, que ce délai a pu être tenu et que nous le célébrons actuellement. Sinon, on pouvait être parti pour une vingtaine d'années de passage de ballon entre les administrations et de temps perdu. Sait-on, Gérard Gachet, s'il y a des décisions qui ont été clés pour tenir ce délai de 5 ans, que lui a prises? Oui, il y a eu au départ le fait de concentrer justement, quand je disais qu'il avait demandé à certains de fermer leur gueule, entre guillemets, puisque c'est une citation, il a concentré, non pas entre ses mains, c'était pas une question de pouvoir personnel, mais il a concentré au sommet de la hiérarchie les pouvoirs de décision, et c'est ça qui a permis d'aller vite. Encore une fois, on parlait des capacités des officiers généraux. Ça, d'ailleurs, on renouait avec une tradition qui avait été autrefois, par exemple, à l'époque des colonies, où on avait vu des officiers généraux, après avoir pacifié un territoire, en être chargés de l'administration. On se souvient de Lyotet, de quelques autres, et ces hommes-là savaient construire des routes, des chemins de fer, des villes, des ports, etc. Donc on renouait avec le général Georgelin, avec cette grande tradition des officiers généraux français. Si on en parle, Gérard Gachet, c'est peut-être aussi parce qu'on se dit qu'un profil de cette nature-là, vu l'état dans lequel la France se trouve, certaines personnes peuvent être amenées à le penser, et vu les féodalités qui constituent la France et qui rendent peut-être ce pays ingouvernable, on le voit encore, la fonction publique, par exemple, en ce moment même, à l'heure où nous parlons, Gérard Gachet, on se dit, il y a peut-être une solution pour être efficace dans ce pays qui tient à une certaine culture. Je n'en dis pas davantage, on aura tous compris. Alors, je ne sais pas si cette solution est applicable dans tous les domaines et pour tous les problèmes, mais il est certain que là, par rapport au dossier spécifique de la rénovation et de la reconstruction de Notre-Dame, ça a été un bon choix. D'ailleurs, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, mais force est de constater que sur ce dossier de Notre-Dame, et à cette époque-là, le président de la République a fait des bons choix successifs. Il a fait le bon choix le soir de l'incendie, quand le général Gallet, commandant des sapeurs-pompiers de Paris, vient lui dire à 9h30 du soir, à 21h30, lui dit « J'ai dû faire sortir mes hommes de la cathédrale après la chute de la flèche notamment ».
Les tours sont en train de prendre feu, les beffrois qui supportent les cloches dans les tours également, et tout risque de s'effondrer. J'ai des volontaires. Il faut envoyer des pompiers là-haut pour combattre l'incendie. Et des jeunes. J'ai des volontaires, des jeunes, des moins jeunes aussi, puisqu'il y en avait qui étaient proches de la retraite. J'ai des volontaires, mais ça va mettre leur vie en danger. Donc le général Gallet vient voir le chef des armées, qui est le président de la République, et dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et Macron lui dit vous avez des volontaires, eh bien, dans ce cas-là, allez-y, go. Et ils montent et ils vont, en 1 heure de temps, triompher de l'incendie au niveau des tours. Et au bout, à 22h30, on pourra annoncer que Notre-Dame est sauvée et ne va pas s'écrouler ce soir-là. Gérard Gachet, justement, de l'incendie à la Renaissance. À présent, je vous propose de parler d'un spectacle qui a lieu demain. Et puis Gérard Gachet, bien sûr, on va renouer avec notre discussion. Notre-Dame de l'incendie à la Renaissance, c'est demain à 20h30 à l'espace Bernanos à Paris, près de Saint-Lazare. On sait que la soirée était absolument inoubliable pour ceux qui ont vécu ce 15 avril 2019. Et il y a une lecture de ce drame qui est proposée sur un texte de Marie-Noëlle Tranchant, ancien chroniqueur au Figaro, journaliste au Figaro, qui a été chroniqueur sur notre antenne à Radio Notre-Dame, et qui exprime cette violence destructrice, mais aussi l'élan salvateur qui a résulté de cet événement. Bonjour Marie-Noëlle Tranchant. Bonjour Louis. Avec les voix de Catherine Salvia. Oui, bah voilà, j'aurais pu faire les présentations parce qu'en en tant qu'ancien du Figaro, vous connaissez bien Marie-Noëlle Tranchant. Je rappelle que vous êtes une grande plume du Figaro en matière de critique cinéma en particulier. Il y a les voix de Catherine Salvia de la Comédie Française, Fitzgerald Berton qui était déjà venu sur notre antenne nous parler d'un spectacle sur Jacques Fesch. Et la voix de... Voilà. Alors, dites-nous un petit peu quel est l'esprit de ce texte en 2 mots qu'on pourra peut-être apprécier demain soir. Vous avez dit, c'est une lecture dans le double sens du mot, une lecture poétique que vont faire donc ces 2 grands comédiens, Catherine Salvia, 36 ans de comédie française et toute sa grâce et son allégresse, et puis Fitzgerald Berton, jeune comédien de très grand talent. Et donc, c'est une lecture poétique et musicale parce qu'il y a un pianiste merveilleux, Jean-Luc Guyard, qui est organiste à Saint-Cloud et qui fait des improvisations autour de ce texte. Et puis, en fond de scène, des projections d'une gravure d'Aude de Queyros, d'une encre de Chine de François Tcheng, d'un tableau de Dominique Favreul. Autrement dit, tous les arts concourent un peu à célébrer Notre-Dame. Alors c'est une lecture dans les 2 sens, dans même plusieurs sens du mot. Lecture parce qu'ils liront le texte et lecture parce que c'est une interprétation des signes très nombreux qu'a pu donner Notre-Dame en brûlant. Et d'ailleurs, Marie-Noëlle, justement, c'est sous l'égide d'une soirée qui s'appelle elle-même Signe. Hein. C'est un cycle de soirées, ça s'appelle Signe. C'est le titre du texte que j'ai écrit. Je l'ai écrit d'abord en journaliste, en collectant spontanément des moments et des réactions pris sur le vice, aussi bien d'anonymes que de personnalités connues, lors d'incendies, puisque l'émotion a été immédiate et très vite mondiale. Et surtout, elle a été sincère, profonde, comme si elle libérait les sources du cœur. Et je crois que Notre-Dame elle-même nous a parlé à travers sa cathédrale. Elle a montré nos folies destructrices. On les voit tous les jours, encore aujourd'hui, partout dans le monde. Elle a montré aussi le chemin pour en sortir, qui est la croix lumineuse de son Fils. Donc on peut interpréter en profondeur cet événement dramatique, tragique même, mais qui n'a pas fini de nous parler. Merci beaucoup. Marie-Noëlle Tranchant, c'est demain donc à l'espace Bernanos. C'est ce soir et demain. Ce soir et demain, ça commence dès ce soir. 20h30, espace Bernanos, et allez voir sur espace-bernanos.com. Avec Catherine Salvia de la Comédie Française, votre texte et Fitzgerald Berton. Voilà, une lecture poétique. Gérard Gachet veut vous dire un mot. Oui, bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Gérard. Est-ce qu'on retrouve, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, dans ce spectacle, justement les émotions qui nous ont tous traversés le soir où Notre-Dame brûlait, que ce soit les gens sur les quais devant leur télévision, ça pleurait, ça chantait des cantiques, ça priait. C'était extraordinaire et c'est ça qui m'a immédiatement mobilisée comme journaliste, donc de recueillir vraiment des quantités de réactions
d'anonymes. Il y a même des gens qui postaient des quantités de choses sur la toile. Ça circulait dans le monde entier, ces émotions. Oui. Et il y en a de très belles. Il y a un petit poème d'une inconnue que j'ai écouté à la radio, à Radio Notre-Dame notamment. Et donc je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai recopié vraiment avec amour, tellement il est beau ce poème d'une inconnue incroyante, mais qui est bouleversée par Notre-Dame et lui demande de rester debout. Merci Marie-Noël, c'est vraiment... Merci. On est heureux de vous avoir donné la parole ce matin pour ce spectacle. Donc, ce soir et demain, 20h30, Espace Bernanos, libérer le cœur, c'est peut-être la métaphore aussi qui compte dans cette histoire, la lecture poétique, l'interprétation qu'on peut avoir de cet événement. Le général Georgelin nous a quittés, on le disait, Gérard Gachet, sur lequel donc vous avez écrit en août 2023. Quelles ont été ses dernières actions en faveur de Notre-Dame de Paris, auxquelles il tenait? Est-ce qu'il avait d'ailleurs un programme? Est-ce qu'il a les sortes de testament? Mais c'est difficile dans la mesure où, évidemment, il ne pensait pas mourir en montagne. Non, il n'a pas laissé de testament, mais il avait d'ores et déjà, ça faisait 4 ans qu'il gérait le dossier de Notre-Dame et qu'il était le patron de la reconstruction. Il avait d'ores et déjà tracé toutes les grandes lignes. Et notamment, ce qui est très important, c'est qu'il avait réussi à tisser un lien de confiance, non pas forcément avec les grandes administrations, mais avec les gens qui s'en occupaient sur le terrain. Il avait une popularité extraordinaire chez les compagnons, chez les bâtisseurs, chez les tailleurs de pierre. Lorsqu'il allait sur le chantier, il les connaissait tous par leur nom, leur prénom. Il savait où ils en étaient, il savait quelle était leur fonction exacte. D'ailleurs, hier soir, il y a eu un très beau documentaire sur France 2 consacré à ces bâtisseurs et à ses compagnons et qui a été dédié au général Georgelin. Je pense que ce n'est pas par hasard. Merci beaucoup, Gérard Gachet.